ce stream. Alors, j'ai besoin de quelques minutes d'habitude pour tout installer. Le micro a l'air ok, ça c'est bon. On va aller jeter un coup d'œil. Ça a l'air ok. Alors, je vais mettre le thème du jour dans le chat. Ah, bonjour Thibaut. Bah, très beau prénom. Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, c'est réponses aux commentaires et aux questions. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat, effectivement. Alors, je sais que ce genre de live marche moins bien. C'est vrai que dans les commentaires, il y a un peu tous les thèmes mélangés, quoi. Donc malheureusement, j'ai pas trop de choix, donc j'essaierai de segmenter un peu. Donc comme je l'ai dit dans le programme, hein, aujourd'hui entre midi et 2, moi je vais répondre aux commentaires. S'il y en a qui passent et qui ont des questions, bah, vous n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Hop. Ok, donc ça c'est bon. Donc maintenant, je vais aller chercher les commentaires. Je crois qu'il y en a une petite trentaine quand même depuis l'autre jour. Et donc ça arrive, hein, puisque le service des impôts ouvre dans 2 jours. Donc dans... Tac, tac. Dans 48 heures, c'est parti. Et puis là, vous verrez, bah, après, dans 2 jours, hein, tous les jours, ce sera une cinquantaine de commentaires minimum. Ok, bah, je pense que je suis prêt. Tout a l'air de bien marcher. Allez, on est parti. Donc bien sûr, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, c'est réponse aux commentaires. Donc il y en aura... Bah, ça part un peu dans tous les sens, hein, puisqu'il va y avoir des commentaires sur l'impôt, sur l'immobilier, sur la succession. Donc s'il y en a qui veulent participer dans le chat ou discuter un peu, n'hésitez pas. Sinon, jeudi à 10h30, là, ce sera un peu plus ciblé, hein. Il y a l'interview qui est prévue avec les investisseurs 4.0. Donc c'est une interview que je fais en visio, mais je filmerai la visio, je mettrai la visio sur Twitch. Où là, par contre, on va parler optimisation fiscale des particuliers. Donc avec voilà, les anecdotes, les choses à connaître, on va dire les corrections que je vois le plus fréquemment, les astuces qui concernent beaucoup de monde que je vois régulièrement. Donc ça se passera jeudi à 10h30. Allez, et puis bon, en l'absence de questions sur le chat, c'est parti. Alors, donc aujourd'hui on a quoi? On a une trentaine de commentaires. J'ai regardé rapidement, je crois que c'est pas mal sur l'immobilier. Bon, il y a un peu de tout, hein. Mais là voilà, dans 2 jours, ce sera que sur l'impôt, puisque les gens vont commencer à faire la déclaration d'impôt jeudi. Mais là, il y a un peu de tout. Alors c'est parti avec Christian. Monsieur, moi et mes 2 frères et 4 sœurs, nous héritons de la maison de notre père, qui est décédé en 2020. Mon père était veuf depuis 5 ans. La maison a été estimée par le notaire à 150 000 euros. Nous avons un acheteur à 200 000 euros. Devons-nous payer de la plus-value et des impôts? Alors là, oui, clairement, puisqu'on va retenir comment dire, la plus-value est purgée au moment où votre père vous donne la maison, donc, enfin, vous transmet la maison par son décès. Donc le moment où vous avez reçu cette maison qui était estimée à 150 000 euros, là, il n'y avait pas de plus-value parce qu'elle venait d'un décès et du coup, elle est purgée, on dit, c'est-à-dire qu'on ne paye pas d'impôt dessus. Donc même si votre père l'avait acheté 10 000 euros et qu'au moment de son décès, vous la recevez à 150 000, bon bah là, il n'y a pas de problème. Par contre, si maintenant vous la revendez 1, 2, 3 ans après, peu importe, et que ce n'est pas votre résidence principale, et que vous la vendez plus cher que ce qui a été estimé au moment de la succession, bah là on est sur une plus-value imposable, et donc il y aura un calcul de plus-value, comme j'explique dans l'article. Et en plus là c'est l'impôt, hein, vu qu'il y a moins de 5 ans de détention, donc ça va être une grosse plus-value, hein. Donc vous avez un simulateur sur l'article, mais là, en gros, c'est 50 000 qui va prendre 17,2 de prélèvements sociaux, de mémoire 19% d'impôts. Donc oui, ça va faire une grosse plus-value, bien sûr à partager entre tous les héritiers, hein, selon un quote-part de chacun, mais
mais ça va se passer comme ça. Alors c'est parti. Donc Christian, bonjour. Donc il y aura effectivement une plus-value, enfin un impôt sur la plus-value à payer, soyons précis, hein, de par la différence entre la vente et la valeur sur l'acte de succession. Donc à voir si le notaire l'avait bien estimé, mais bon, en général, il ne se trompe pas là-dessus, hein. Donc voilà, vous avez reçu une maison à 150 000 €, quelques années plus tard, elle vaut 200 000, et donc on paye de l'impôt sur la plus-value. Et en plus, sur la déclaration 2023, il y aura la case 3VZ à remplir, ça va augmenter votre revenu fiscal de référence. Vous avez un article sur le site qui explique ça. Donc là, on n'y coupe pas. Jean-Pierre, merci de tenir à disposition des particuliers des articles sur les successions et donations aux réserves d'usufruit. Vos articles sont clairs et précis, merci beaucoup. Leur consultation est carrément géniale. Ah bah dis donc, il passe la pommade lui. Pour ma part, j'étais gestionnaire de patrimoine et croyez-moi, je lis avec un intérêt particulier vos articles. Et il n'y a même pas de questions. Alors là, que demande le peuple? Merci beaucoup Jean-Pierre, ça me fait très plaisir. Donc merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à passer, échanger au cours d'un live. Ça peut être intéressant en plus d'échanger avec des gestionnaires de patrimoine en direct. Ensuite, une question. Donc sur les formulaires, donc je vous rappelle l'autre jour, hein, aujourd'hui, les formulaires papier, ça va être la grande question dans 2 jours. Hein. Ils sont pas dispo. Je prends par exemple tous les formulaires. Je prends le 2044 qui est formulaire, mais n'importe lequel. Hein. Sur le site des impôts, voilà, on n'a que le millésime de l'an passé, c'est-à-dire la déclaration des revenus 2020. Aujourd'hui, on n'a pas les nouveaux, ils n'existent pas. Hein. Et puis vous pouvez chercher sur tous les sites, là, service public, même topo, journal du net aussi. Donc aujourd'hui, les formulaires ne sont pas sortis. Il n'y a que les spécimens. Donc pour l'instant, j'ai regardé, il n'y a que moi qui les ai mis. Donc si vous voulez voir à quoi va ressembler le formulaire, vous passez par mon site et vous allez voir les spécimens. Donc vous voyez, on est bien sûr des revenus 2021. Et donc là, c'est le bon. Et on a les nouvelles cases, etc. Donc revenons-en. Donc lui, il pose la question sur cet article justement. Dans le formulaire 2072, la rubrique 4, recettes qu'aurait pu procurer la location, les propriétés qui ne sont pas affectées à l'habitation dans la société se réservent la jouissance, est compensée par la rubrique 23, rémunération et avantages en nature aux associés. Mais dans la 2044 S, par quoi est compensée la rubrique 214? Là, je ne sais pas du tout. C'est une colle pour moi. Alors, on va la regarder, cette ligne. Dans 2044, la rubrique 214. Alors, moi, clairement, c'est une valeur locative réelle, à mon avis, dont vous vous réservez la jouissance. Qui va être inclus après dans les recettes. Non, là je ne sais pas. Donc ouais, faut savoir dire quand on ne sait pas. Là c'est une colle. Donc quand je ne sais pas, je laisse le commentaire. Si quelqu'un a la réponse, qu'il n'hésite pas hein, sur le télécharger le formulaire 2044 spécial. Moi franchement là je sèche. J'ai jamais eu l'occasion de remplir ces cases qui sont quand même assez rares. Donc là je passe. Marie-Rose, bonjour, je voudrais savoir si je décède avant mon mari qui a 3 enfants et moi 2 enfants et mariés par la séparation de biens. Est-ce que ces enfants auraient des droits sur mes biens propres? C'est une très bonne question. Effectivement, ça arrive très fréquemment. On va peut-être faire un petit schéma. Je vais le filmer celui-là. Donc c'est une question de Marie-Rose qui se demande voilà, comment se passe la succession dans un couple marié,
Mais il y a des enfants chez madame, on va dire d'un premier lit, hein, c'est comme ça qu'on dit, elle a eu des enfants avant, ou des enfants chez monsieur d'un premier lit. Et donc, voilà, qu'est-ce qui se passe si on prévoit rien de particulier? Souvent, les personnes se disent, est-ce que mes enfants à moi vont bien avoir mon patrimoine, ou est-ce que les enfants de mon nouveau mari peuvent le percevoir? Et effectivement, si vous êtes marié, eh ben, on va voir que les enfants donc, qui ne sont pas les vôtres de votre conjoint peuvent récupérer une partie de votre succession. En fait, c'est un peu tordu, mais on va dire que comment dire, c'est le premier qui décède qui va pénaliser entre guillemets ses enfants. Je vous explique ce qui se passe de manière assez simple. Et bonjour Sabine. Alors je réponds à ta question après. Je finis ici. Donc ce qui se passe, c'est que si madame meurt en premier, on va dire que madame a un enfant de son côté, et puis et monsieur, lui, en a deux de son côté. Si madame meurt en premier, même s'ils sont en séparation de biens, ça veut dire que son patrimoine à elle, uniquement son patrimoine à elle, imaginons une maison, j'en sais rien, va être transmis selon les règles que je donne dans l'article. Donc je vous invite à le lire, hein, c'est un article sur les successions. On peut aller le voir un peu, comme ça on aura un petit... on va illustrer en direct un petit peu. C'est-à-dire que si madame meurt en premier, c'est ce que j'explique dans l'article, elle est dans une situation où elle est mariée. Et les règles sont particulières quand on est marié, c'est pas les mêmes règles que quand on ne l'est plus. Donc si madame meurt en premier, c'est les règles quand on est marié. Et donc c'est ce petit tableau que je mets ici, c'est-à-dire qu'elle est mariée en présence d'enfants, et donc le conjoint va récupérer une partie de la succession, un quart. Même si c'est séparation de biens, puisque il va récupérer un quart de la succession de madame. Donc si madame meurt en premier, monsieur, son nouveau conjoint, il a un quart de son patrimoine à elle, il garde ce qu'il possède déjà, et le reste va aux enfants de madame. Donc 3/4 du patrimoine de madame vont aller à ses enfants. Mais le problème, c'est que ce quart qui est passé chez monsieur, au décès de monsieur, monsieur, lui, n'est plus marié, puisque sa femme est morte, donc on les traite un par un. Et au décès de monsieur, quand on n'est pas marié, c'est l'autre tableau que je donne ici. Et dans ce cas, on regarde ce qu'on appelle les ordres et les degrés, et la succession de monsieur, c'est ses enfants à lui qui vont la récupérer. Et donc le quart de madame qui est passé chez monsieur, au décès de monsieur, ça va se transmettre que aux enfants de monsieur. Et donc si madame meurt en premier, les enfants de madame ne sont pas contents, ils ont eu 3/4, et l'autre quart qui vient de leur mère, il est passé chez monsieur, puis aux enfants de monsieur qui n'avaient rien à voir au niveau du sang avec leur mère. Situation inverse, si monsieur meurt en premier, à ce moment il est marié, donc un quart de son patrimoine va à madame, et le reste à ses propres enfants, donc ses propres enfants ont eu 3/4. Et madame qui a récupéré ce quart de patrimoine quand elle meurt, elle n'est plus mariée, donc ce quart qu'elle a reçu de monsieur et sa succession à elle vont à ses propres enfants. Et donc là, les enfants de madame sont très contents puisqu'ils ont eu la succession de leur mère en totalité, et en plus, ils se sont récupérés un quart de la succession de monsieur. Donc ça, c'est un problème fréquent qu'on a dans les remariages avec des enfants d'un premier lit, hein. C'est-à-dire que le premier conjoint qui meurt, ces enfants vont être un peu lésés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un quart du patrimoine qu'ils ne vont pas voir, et les enfants du nouveau conjoint vont percevoir ce quart à terme avec le second décès. Donc voilà comment ça se passe, et effectivement, c'est une situation très classique des remariages, hein. Ça arrive tout le temps, et c'est quelque chose qui est problématique. Donc bonjour, je voulais savoir si je décède avant mon mari qui a 3 enfants et moi 2 enfants, et marié par la séparation de biens, est-ce que ces enfants auraient des droits sur mes biens propres? Donc alors, bonjour, à votre décès, votre mari récupère un quart, donc, et vos enfants 3/4. Donc peu importe le régime de mariage, ça va se passer comme ça, hein. Et donc, par contre, au décès du mari, ce sont ses enfants à lui qui auront sa succession et le 1/4 qu'il aura reçu de vous. Et donc pour éviter ça, il n'y a pas 50 moyens, ça s'anticipe avec un très très bon testament fait par un bon notaire qui prévoit, selon votre situation en fait, qui va dire, voilà, est-ce que vous acceptez de laisser une part au conjoint à condition qu'il la rétrocède à vos enfants? Est-ce qu'on met rien au conjoint? Voilà, ça se discute avec un notaire et votre mari pour faire un testament adapté. Il n'y a pas le choix là, hein. Il ne s'agit pas de faire une petite donation, je ne sais. Il faut faire un vrai testament pour éviter ce genre de problème. Par contre, si monsieur meurt en premier, ce sont vos enfants à vous
qui auront à terme un quart de son patrimoine. Donc là, je vous conseille vivement de faire... Ça vaut le coup d'aller payer un notaire hein, pour faire un testament adapté. Hein. Très très clairement. Donc voilà pour cette question sur la succession. Alors Sabine, donc bonjour Sabine. Ouais, je reçois des mails. Hop. Donc, merci pour votre aide. Je me questionne sur le montant du loyer en Pinel. Il a été dit qu'un loyer fixé par erreur légèrement au-dessus de la formule de calcul légal pouvait entraîner un très gros redressement fiscal. Donc oui, hein, malheureusement, j'en vois tous les jours. Hein. Si on dépasse le plafond de loyer, le fisc peut tout annuler. Hein. Il annule le Pinel tout simplement. Donc on perd toutes les réductions d'impôts. Voici ma question. Pour éviter ce redressement et garder ainsi une marge de sécurité, est-il possible d'appliquer un loyer un peu en dessous du calcul légal? Donc oui, c'est une très bonne question. Alors, tout à fait. Bon, déjà, je veux dire, il suffit de... Comment dire? Vous allez sur mon site, là. Alors, soit vous avez l'e-book. Bah déjà, si vous avez un Pinel, je vous conseille l'e-book Pinel. Hein. De toute manière, pour optimiser la déclaration, etc. Hein. Alors, il est payant. Là, il est à 39. Il passe à 49 € jeudi. Mais vous ferez forcément des centaines d'euros d'économie sur la déclaration. Pour le calcul du loyer, effectivement, donc soit il est dans l'e-book, mais il y a aussi l'article qui est sur le site gratuitement. Que là, celui-là, il ne faut pas se tromper. Donc, première chose, vous pouvez essayer voilà, de faire le calcul en suivant cet article et il n'y aura aucun problème. Hein. J'explique vraiment pas à pas comment le faire et il n'y aura vraiment aucun souci. En plus, je crois qu'on trouve un simulateur sur le site des impôts qui permet de voir. Et effectivement, vous pouvez même prendre une marge de sécurité. Moi, par exemple, dans l'article, je conseille de toujours arrondir en dessous les virgules. De ne pas faire le malin et d'aller arrondir un peu au-dessus les virgules. J'arrondis toujours en dessous. Il vaut mieux se tromper de quelques euros à la baisse qu'à la hausse. Et enfin, si vraiment vous voulez encore appliquer une petite décote, bien sûr, c'est possible. Attention, toutefois, il y a une chose à éviter, c'est que si vous louez le bien à un loyer trop faible, notamment si vous louez à vos enfants ou à une personne que vous connaissez, on a un autre risque, c'est-à-dire que quand on loue un loyer beaucoup trop faible, le fisc peut venir et dire non, là le loyer est trop faible et du coup vous n'avez pas le droit de déduire les charges. Donc bien sûr, vous pouvez mettre un peu en dessous, mais il faut que ça reste un loyer qui est cohérent par rapport à ce qui se fait dans le marché. Vous ne devriez pas avoir trop de mal, de toute manière, voilà, à trouver un juste milieu. Donc lisez bien l'article. Effectivement, il y a un petit... La difficulté, c'est sur la notion de surface, hein, bien entendu. Mais voilà, normalement, en lisant l'article, au pire, si vous avez un doute, vous ne le prenez pas en compte dans la surface, ce que vous avez un doute, et puis normalement, ça se passe très bien. Donc j'espère, Sabine, que ça répondra à votre question. Vous me dites, sinon on approfondit un peu. Donc, je continue avec mes autres commentaires. S'il faut que j'approfondisse ou que je précise, n'hésitez pas. Il n'y a pas de règle sur la décote. Hein. C'est le fisc qui va décider. Donc, c'est-à-dire que le fisc, dans le texte, nous met quelque chose d'assez large, général, nous disant que le loyer doit correspondre au prix du marché. Et donc, il n'y a pas de règle. Hein. Donc vraiment, là, l'idée, c'est d'essayer d'être de bonne foi, c'est-à-dire faites votre calcul, vérifiez votre calcul avec le simulateur. Si vous lisez bien l'article ou si vous avez l'e-book, la Pinel, il n'y a pas de souci. Hein. Vous faites le calcul, vous le gardez. Et après, vous pouvez enlever quelques euros pour être sûr, mais normalement, il n'y a pas de souci. Vous êtes en dessous, donc ouais, vous pouvez éventuellement enlever quelques euros, mais si vous commencez à couper large, ça va être dur de le justifier au fisc, quoi. Hein. Surtout si vous louez à votre enfant. Et là, ouais, là si vous louez à un proche ou à un enfant, bah là, clairement, non, on évite les trop grosses décotes. Hein. Mais il n'y a pas de règle, c'est une estimation du contrôleur. Donc voilà, si vous enlevez quelques euros, quelques dizaines d'euros, ça passera sûrement. Si vous commencez à couper en deux ou enlever de 300 euros, bah il y a un risque qui vienne vous trouver et qui vienne annuler toutes les déductions. Hein. Et puis, si vraiment vous voulez pas acheter l'e-book, je vous conseille, faites attention à la déclaration. Hein. Il y a 3 déclarations. Faites attention à bien déduire toutes les charges, à bien calculer ce qu'on appelle le prix de revient Pinel. N'oubliez pas d'enlever les frais relatifs au prêt, les frais de dossier, de demander à la banque les frais d'hypothèque déductibles. Enfin voilà, tout ça est expliqué dans le guide. Et ça, c'est vraiment là que l'économie va se faire, hein, au niveau fiscal.
À noter, Sabine, qu'on fera sûrement un live sur le Pinel, hein. Je sais pas encore trop quand, mais clairement, je vais faire un de ces jours un live entièrement dédié à la déclaration d'impôt Pinel, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, en présentant quelques astuces qu'il y a dans le guide, en répondant aux questions, etc. Et en filmant aussi quand j'aurai l'accès en ligne pour montrer les cases à remplir. Alors, Hubert, je me permets de poser une question. Nous souhaitons déménager en Espagne et nous souhaitons louer le logement. Alors là, je ne vais pas pouvoir répondre, que ce soit une question sur la plus-value ou sur les revenus, je vais la laisser, puisque tout dépend de la convention entre la France et l'Espagne. Et les règles changent pour chaque pays. C'est-à-dire qu'entre France et Espagne, ce n'est pas les mêmes règles qu'entre France-Angleterre, qu'entre France-Chine, etc. Et là, je ne les connais pas. Il faudrait soit passer beaucoup de temps à étudier la convention fiscale pour répondre à cette question, soit trouver un spécialiste de la convention France-Espagne qui saura immédiatement. Mais à mon avis, ça, il faut aller voir un expert comptable ou un avocat fiscaliste spécialisé sur le sujet. Christophe. Bonjour, marié avec 2 enfants. Un mineur apprenti et ma fille de 19 ans qui a arrêté ses études d'infirmière. Elle a travaillé de février à octobre, puis intérim. Puis-je appliquer l'abattement de 4 690 € pour les salaires et éventuellement appliquer des frais réels? Donc là, bonjour. Je vous conseille vivement de lire cet article pour l'enfant majeur. C'est des questions qu'on a déjà répondues ces jours derniers. Je ferai sûrement aussi un thème enfant majeur, un de ces 4 là. Puisque là, il va falloir, ça va être compliqué, il va falloir faire plusieurs simulations. Est-ce qu'il rattache un enfant, 2 enfants ou aucun? Avec les avantages qui sont présentés sur cet article, hein. Je rappelle, s'il les rattache, il y a la demi-part, etc. Et celui sur les apprentis. Donc, il est possible d'appliquer l'abattement de 3 fois le SMIC si elle y a droit sur un revenu et de faire les frais réels sur un autre qui est imposé. C'est tout à fait possible. Donc, attention par contre, on ne déduit que les frais relatifs au salaire imposé. C'est-à-dire que si votre fille a fait des kilomètres là pour son travail qui est exonéré de 3 fois le SMIC, là-dessus on ne peut pas déduire dans les frais réels ces kilomètres. Par contre, si votre fille a fait des kilomètres pour le salaire qui est imposé, c'est cela qu'on va pouvoir enlever. Alors, celui-là c'est bon. Notre amie Sabine. Si autre chose, Sabine, n'hésitez pas, hein, ce sera avec plaisir. Sophie. Bonjour, merci pour ces infos. Donc une question sur les micro-entreprises. Ma fille de 22 ans étudiante a créé une micro-entreprise et déclare son chiffre d'affaires tous les trimestres, prélèvement libératoire. Elle a également des revenus de job d'été inférieurs à 4 000 €. Bravo. À ce jour, elle est toujours rattachée à notre déclaration. Doit-on inclure son CA sur notre déclaration? Doit-on en faire une indépendante? Et dans ce cas, nous perdions la demi-part correspondante. Effectivement, donc même topo. Donc là, bonjour. Effectivement, il va falloir choisir entre la déclaration commune, enfin avec elle, ou sans elle. Donc c'est la même chose, hein, rattachement de l'enfant majeur. Si vous la rattachez, donc elle est imposée, vous sera imposé sur ses revenus à elle, hein. Et donc il faut faire la simulation, hein. Et je me demande aussi, donc là pareil, voilà, est-ce que vous rattachez l'enfant et du coup vous êtes imposé sur son chiffre d'affaires? Enfin, le chiffre d'affaires va rentrer avec le taux effectif, il va y avoir un impôt, mais vous avez une demi-part et les frais de scolarité, ou est-ce qu'on la sort et elle est imposée toute seule? Attention aussi, je me demande si le choix du PL est possible
si elle est chez vous. Il faut que le RFR du foyer fiscal soit inférieur à un plafond. C'est-à-dire que la fille a pris l'option là pour le prélèvement libératoire. C'est une comment dire, c'est une option fiscale qui est très avantageuse. Par contre, le fisc impose que le revenu fiscal de référence soit inférieur à un certain plafond pour avoir droit au PFL. Et là, comme elle est rattachée chez ses parents, suffit que les parents aient un revenu fiscal haut et je me demande si du coup le PFL ne serait pas impossible. Bonjour à Hermeline, bienvenue. Merci de passer, c'est sympa. N'hésite pas, s'il y a une question fiscale, ce sera avec plaisir. Première fois en tout cas, c'est cool. Je vous conseille de lire mes articles sur le sujet et peut-être d'envisager de voir un comptable ou de me solliciter. Je vais me faire un peu de pub au passage, mais là, ça peut mériter une petite étude, hein, puisque, voilà, déjà, est-ce que il faut la rattacher ou pas? Ensuite, le choix du prélèvement libératoire, est-ce qu'il y a un danger si on la rattache? Je ne sais pas. Ça, ouais, je pense que ça mérite de bien étudier, hein. Une question de Laurie. Location vide et meublée. Ah là là, je cherche en vain un conseiller dans le nord de la France. Et ça, malheureusement, hein. Avez-vous des connaissances et des confrères dans la zone? Je dispose de 2 maisons en location. Je n'ai plus de déficit foncier à déclarer, mais je n'arrive pas à calculer correctement mes futurs impôts. Malheureusement, non, hein. Ici, moi, je connais personne. C'est un peu pour ça que j'ai arrêté, que je me suis mis au site. C'est que des zouaves, j'en ai vu pas mal, hein. Mais dans le nord de la France, non. Je ne connais personne. Et une telle étude peut coûter plusieurs centaines d'euros. Toujours me solliciter pour une formation par téléphone via la rubrique à propos. Ou sinon, j'ai fait une formation vidéo sur l'immobilier qui peut lui permettre de répondre toute seule à sa question. Donc la formation lui permettrait de faire son calcul tout seul, de savoir comment louer, est-ce qu'il faut louer vide ou meublé, et puis de faire tous les calculs. Par contre, c'est, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est une formation de 20 heures. Hein. C'est-à-dire qu'il faut 20 heures pour comprendre comment faire les calculs, appréhender les simulateurs qui marchent. Alors Hermeline, c'est jeudi qu'on peut commencer les impôts. Ouais, tout à fait, il me semble. On peut aller vérifier. Hop. J'avais dû faire un article sur les dates. Alors, on va aller sur le côté là. Donc sauf bug, hein, je crois qu'il y a une année, il y avait un petit bug. Hop. Donc date limite des déclarations d'impôts, on va aller voir. Voilà, le service, il ouvre le 7 avril 2022. Alors moi, je vous conseille d'attendre un peu, puisque des fois, on a des petits bugs, ou des fois, on a des cases, on se rend compte au bout de 10-15 jours qu'en fait, elles marchent pas bien, ou qu'il faut corriger. Par exemple, l'an dernier, il y avait un bug sur une case des revenus fonciers, et donc tous les gens qui avaient fait leur déclaration entre le 7 avril et le 20 avril, un truc comme ça, et ben c'était faux. Et ils ont su un mail comme quoi ils devaient refaire, et ceux qui n'ont pas refait, je crois qu'au final, ils payaient un peu trop. Donc ça ouvre jeudi, donc à partir de jeudi, c'est bien de regarder, de faire les simulations. Maintenant, je vous conseille d'attendre un peu avant de tout finaliser, ou alors de tout finaliser et d'y revenir 2-3 semaines après pour vérifier. Que ça vous laisse l'occasion de voir quelques lives, ou peut-être de poser des questions un peu plus précises quand vous serez devant. Mais en tout cas, normalement, ça ouvre jeudi, cette histoire. Hein. Question sur le crédit d'impôt pour emploi à domicile. Bon là, clairement, il faudra aussi que je fasse un thème crédit d'impôt emploi à domicile. Je vais peut-être le faire ce week-end parce que ça revient souvent. Hein. Bonjour, peut-on bénéficier d'une déduction fiscale pour les services d'une aide à domicile en cumulant la résidence principale et secondaire? Alors ça, non. Le crédit d'impôt, c'est que... Bonjour. Non, le crédit d'impôt,
Ça, c'est très clair, n'est que pour les interventions dans la résidence principale. Donc le ménage dans des résidences secondaires, l'élagage, tout ça, ça ne sera pas possible pour le crédit d'impôt emploi à domicile. Il faut que ce soit dans la résidence principale. Hermeline, oui, je pense. Bah oui, de toute manière, pas de souci. Moi, je fais là quelques lives un peu pour préparer le terrain, parce que c'est nouveau, et voilà, pour que les gens puissent découvrir un peu ce que c'est Twitch, voir que je suis là régulièrement. Mais le but, c'est que je sois là pendant toute la période fiscale. Donc là, moi, je commence, et entre avril et le 10 juin, on va dire, je vais essayer d'être là le plus possible et de répondre un maximum aux gens. Donc, pour l'instant, c'est assez calme, donc il n'y a pas de souci, hein, je peux discuter avec le chat sans problème. Maintenant, j'ai aucune idée de ce que ça va donner d'ici là. Donc, si ça reste calme, bah, tant mieux, je pourrai répondre aux rares intervenants de manière fluide. S'il commence à y avoir beaucoup de monde, bah, je le ferai au mieux. Hein. Vous voyez déjà dans les commentaires, je fais comme je peux. Mais n'hésitez pas, ouais, passer jeudi, à mon avis, jeudi, il y aura... Je pense que la première semaine, ça va rester très calme. Hein. De toute manière, je le vois avec les vues du site. En général, le gros des vues, c'est 2 semaines avant la fin de la date. Tout le monde s'affole. Donc si vous y prenez tôt, je pense que vous pourrez passer sur le chat sans problème et je pourrai répondre. Tous les gens ici prennent 2 jours avant. Moi compris. Hein. Bonjour, je suis à mon compte en SASU et je me pose la question suivante. Si je prends des dividendes en flat tax, je comprends que l'IR sera de 12,8 prélevé automatiquement. Dans le calcul de l'IR restant sur mon foyer, le revenu sera-t-il quand même pris en compte pour déterminer la tranche d'imposition du foyer et donc augmenter les impôts à payer? C'est une très bonne question. J'ai plusieurs articles sur le sujet. Je pense que vers lequel je vais l'envoyer. Donc sur les dividendes, il faut faire très attention. Je pense que je vais l'envoyer vers cet article. Donc l'idée, c'est que sur les dividendes, on paye une flat tax de 12,8. Mais qu'au moment de la déclaration, on peut choisir entre garder ces 12,8 ou refuser et du coup être imposé selon la déclaration. Bonjour. Au moment de la déclaration, vous pourrez choisir entre conserver ces 12,8 et ne pas subir les tranches ou subir les tranches après un abattement de 60% et être remboursé des 12,8. Il faut faire la simulation car il peut y avoir une belle économie à la clé. Clairement. Hein. Donc c'est l'histoire de la case 2OP qu'on a déjà détaillée. Et donc là, il ne faut pas rater ça, hein, ce serait trop bête. OP pour faire le test. Et donc la case 2OP, c'est celle-ci. Donc là, ouais, c'est dès lors qu'on a des revenus dans les cases 2, hein, j'avais dit il faut faire une simulation avec la case 2OP. Alors une question sur les frais réels. Donc je vous rappelle, dès que vous êtes salarié, il faut faire les frais réels et voir si c'est mieux ou pas que l'abattement de 10% qui est fait tout seul. Je rappelle qu'on peut d'ailleurs les kilomètres, les repas, mais plein d'autres choses, hein, des frais qu'on a à domicile, des frais de déménagement, des frais de vêtements pour certains, enfin il y a plein de choses. Donc lisez bien cet article, c'est un des plus importants je pense sur le site. Tout d'abord merci pour votre article qui est plus clair que celui du gouvernement. Ah bah vous me faites plaisir là. J'ai bien compris votre article, mais je préfère avant confirmation. Je dispose de 30 minutes de pause le temps de midi, je ramène donc mon repas au bureau et je déjeune sur place. J'habite à 30 km, il est impossible pour moi de rentrer. Donc ça c'est une première condition pour pouvoir déduire les frais de repas. J'ai pas de ticket resto, pas de cantine, pas d'indemnité, et donc effectivement, vous pouvez bien déduire 4,95 de repas par jour travaillé. C'est tout à fait ça, Charline. Bonjour, c'est tout à fait ça. Vous remplissez toutes les conditions pour déduire le repas. Donc là, ça marche.
Et il n'y a pas besoin de retirer quoi que ce soit au 4,95 du fait qu'il n'y ait pas de ticket resto de cantine comme expliqué dans l'article. Alors Manu, une question sur un de mes e-books. Donc je vends 3 e-books, hein. Un pour les déclarations Pinel, un pour ceux qui louent un bien vide et un avec toutes les astuces qui existent pour payer moins d'impôts. Est-il possible d'avoir le livre physiquement? Donc non, je ne fais pas de livre physique pour 2 raisons très simples, hein. La première, c'est que si je veux faire un livre papier, je dois passer par une maison d'édition qui retient, on va dire, je vais être soft, hein, 80% de la vente, un truc comme ça. Donc moi, bof, quoi. Et la deuxième, surtout, c'est que dans ces 3 livres, dès qu'on a une mise à jour des impôts, eh ben, je suis obligé tout de suite de mettre à jour pour que le livre, voilà, il n'y ait pas de... que tout soit à jour, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on a un changement, une nouvelle astuce, etc., et ben moi, je mets le guide à jour et je l'envoie gratuitement à tous les acheteurs. Et donc l'e-book me permet de faire ça beaucoup plus facilement. Bonjour. Hop. Ce n'est pas le cas pour 2 raisons. D'abord, une maison d'édition me retiendrait plus de 80% de la vente. Ensuite, à la moindre opportunité fiscale ou à chaque changement de texte, je mets immédiatement l'e-book à jour et ce format me permet d'envoyer gratuitement l'ouvrage à tous les acheteurs immédiatement. Donc je fais ça depuis le début, hein. Les gens qui ont acheté l'e-book il y a 4 ans, ils reçoivent tous les ans leur mise à jour. Dès qu'il y a une astuce, ils le savent immédiatement. Ça fait partie de ce que je m'engage à faire. Après, vous pouvez l'imprimer, bien sûr, hein. Où il y a des sites qui permettent de relier et d'imprimer un fichier, mais il fait 100 pages, donc, mais c'est possible, hein. Mais non, je passerai jamais par le format papier, c'est pas possible. Ça veut dire que tous les 6 mois, il faut que je le réédite. Ce serait trop compliqué. Chris, crédit d'impôt pour frais de garde. Bonjour, merci pour cet article détaillé. J'ai 2 filles nées en 2016. Je paye 990 € de frais de demi-pension par an et par enfant. Mes filles restent donc à l'école et sont gardées entre 11h45 et 13h45, 2 heures, dont environ 30 minutes de repas. Sur les 990, j'imagine qu'une part est dédiée aux frais de restauration et une autre aux frais de garderie. Y a-t-il un moyen de déclarer une partie du montant total comme frais de garderie? Je me demande si j'explique pas tout ça dans l'article. Je vais aller vérifier. Celui-là, je l'ai pas mis... Il n'y a pas lieu de le mettre à jour, mais ça fait un moment que je ne suis pas repassé dessus. Donc j'ai un peu oublié les particularités. C'est vrai que quand j'écris un article, je me mets à fond dessus, je lis le texte, etc. Mais après, j'oublie. Je parle de la cantine, hein. Bah oui, tout ça. Hop, la garde de l'enfant doit se faire hors de la résidence du contribuable. Plusieurs modes de garde ouvrent droit à l'avantage fiscal du moment où l'enfant est gardé hors de votre domicile. Les dépenses auprès des asthmates. En parallèle, les dépenses auprès de la plupart des établissements de garde des enfants permettent aussi de réduire sa fiscalité. Crèche collective familiale parentale, garderie, jardin d'enfants, jardin maternel. Même les sommes payées à un centre de loisirs peuvent être déclarées. Ok, donc tout rentre. Reste la cantine. Vous ne pouvez pas inclure les frais de nourriture de cantine. Ok. Et d'où sa question. Effectivement. Bonjour. Il faudrait interroger l'établissement pour savoir le prorata relatif à la part cantine qui n'est pas déductible. Après, j'ai envie de dire, si vous avez une facture qui dit frais de garde et qui englobe un peu tout, c'est un peu triché, mais je pense que c'est quelque chose qui peut passer, hein. Enfin bon, oui, dans l'idée, voilà, il faudrait interroger l'établissement pour savoir le prorata relatif à la part cantine qui n'est pas déductible. L'idéal serait d'avoir une facture
avec la mention garde ou garderie pour déduire sans problème sereinement. Au pire du pire, je pense que vous pouvez aussi essayer d'évaluer selon le temps passé. Voilà, essayer de faire quelque chose qui paraisse honnête et en cas de contrôle, expliquer au contrôleur, voilà, je paye tant par mois, elle passe tant de temps pour le repas, ça je sais que c'est pas déductible, du coup je l'ai évalué, je l'ai enlevé. Sinon, vous pouvez faire une évaluation en essayant d'être de bonne foi pour déduire la part déductible et vous expliquerez votre calcul au contrôleur. Si jamais il y en a un. C'est vrai que là, ce serait dommage de rien enlever, puisque y a quand même une partie qui est déductible. A l'inverse, tout enlever, c'est aussi quand même être un peu de mauvaise foi, puisqu'on sait qu'il y a le repas là-dedans et que ça ne l'est pas. Il serait quand même bien que l'établissement fasse une facture un peu plus adaptée. Alors, sur la notice, bonjour. Étudiant de 25 ans en avril 2022, est-ce que les parents peuvent déclarer chacun la somme donnée tous les mois? La somme donnée, de quoi il me parle? Peut-être d'une pension? Je pense qu'il parle de la pension déductible. Donc bonjour. Si vous parlez d'une pension, chaque parent peut la déduire, mais l'enfant doit ajouter les deux. Donc j'ai un article sur les pensions avec des explications un peu plus poussées. On va lui envoyer. Hop. Après, si c'est autre chose, je sais pas. J'avoue que là, il faudrait faire un peu plus précis. Ensuite, une question de Raymond. Alors Raymond, on parle d'un article sur la donation au dernier vivant. Donc c'est quand des couples sont mariés, ils peuvent signer chez le notaire ce qu'on appelle une donation au dernier vivant. Ça coûte 300 € à peu près. Et c'est quelque chose qui fait que le conjoint marié aura le plus de choix possible. Il sera protégé le mieux possible par rapport aux enfants. Donc bien sûr, si on protège au maximum son conjoint par le biais d'une donation au dernier vivant quand on est marié, les enfants vont être lésés puisque ils percevront tout plus tard, hein. Alors, bonjour, peut-être allez pouvoir m'aider avant d'aller consulter un notaire. J'ai 75 ans, je suis handicapé et bien malade. Un ami de longue date s'occupe de moi, car mon dossier vient d'être transmis. Ouais, bon, ça, on va passer. J'ai 3 filles, 48, 50, 52 ans. Si je me marie avec mon ami, comment faire pour que je fasse une donation au dernier vivant? La maison m'appartient. Mais il lui verse tous les mois à son ex-épouse 600 € et il a 3 enfants. Si c'est lui qui meurt et que l'on soit marié, que se passerait-il pour cette somme à verser chaque mois? Alors là, clairement, ça va être notaire direct. Puisque déjà, quand on prend des mesures pour optimiser la succession et qu'on n'est pas loin de la mort, entre guillemets, c'est-à-dire si on est très malade, si en plus on sait qu'on va mourir, là, clairement, on est dans de l'abus de droit. C'est des mesures prises uniquement pour éviter la fiscalité et il y a un risque de redressement. Ensuite, vu la situation, mariage suivi de donation dernier vivant, c'est-à-dire on privilégie tout de suite une nouvelle personne, encore une fois, pas loin de la mort, à voir si ça passe auprès des enfants qui pourraient peut-être se retourner là sur une telle situation. Donc là, oui, clairement le notaire, hein. C'est le notaire qui va juger de est-ce qu'on fait un testament, est-ce qu'on fait un mariage, une DDV, de quel schéma on suit pour que pour respecter les volontés de madame, mais surtout pour que ça tienne la route au niveau fiscal, quoi, et au niveau du droit, hein. Bonjour. Ici, il faut clairement un notaire pour trouver un schéma qui soit viable et qui évite tout abus de droit. Donc là, je vous conseille vivement d'aller en voir un. Ça vaut le coup de payer le notaire. Là, ces conseils valent le coup ici, hein.
Je peux pas répondre, je risque de dire trop de bêtises. Hein. C'est même pas des bêtises, mais là on est voilà, il faut marcher sur des œufs avec une telle situation. Janine sur les formules, merci, c'est parfait. Même pour moi qui ai du mal avec l'informatique, bah avec plaisir. Qui a pu télécharger le formulaire du coup. Hein. C'est vrai que le formulaire pour l'instant n'est nulle part, donc super. Alors, Claudette, une question sur un article qui explique comment être exonéré de taxes foncières quand on a un logement qui est vide ou vacant. Donc, bonjour, depuis le décès de mon père en 2016, nous payons des impôts fonciers de la maison où vivait mon père, sauf que nous n'avons pas de titre de propriété et le notaire en charge après recherche mon père n'a pas ce bien. Quoi? Comment vous pouvez payer des impôts fonciers sur un bien qui n'est pas le sien? Comment faire pour être dégagé? Bonjour. Donc, soit vous possédez le bien suite à l'héritage et les impôts fonciers sont inévitables. Soit vous ne possédez pas ce bien et il faut alors informer le fisc pour être remboursé de ce qui a été payé à tort. Et là, il n'y a pas de, pas de demi-mesure. Hein. Soit le bien a été à votre père et du coup il avoue et bah faut payer, soit il n'était pas à votre père, il a personne, mais le notaire devrait pouvoir vous renseigner là-dessus là. Je comprends pas comment mon père n'a pas ce bien. En tout cas, s'il l'a pas, un petit mot aux impôts disant hop hop hop, c'est pas mon bien, les impôts ils ont la main sur le cadastre, ils verront tout de suite que c'est le cas et ils annuleront tout. Hein. Bonjour, j'ai de gros problèmes pour déclarer les revenus de notre SCI. Je voudrais bien vous aider, mais il faut m'en dire un peu plus. Et bah du coup, c'est un coup de pub. Je vous envoie vers mon guide hein, qui explique tout pour déclarer correctement les revenus fonciers quand on loue un bien. Donc hop, j'ai pas plus de renseignements. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? N'hésitez pas à revenir poser une question plus précise, du coup, je pourrais peut-être vous orienter vers le bon article. Mais là, il faut m'en dire plus. Hein. Alors, Eric, bonjour Thibault. Le dispositif Pinel prévoit un loyer maximum en fonction de la zone et de la ville. Ce loyer de départ peut-il être augmenté pendant la durée du Pinel avec l'IRL, comme une location classique, donc l'indice de revalorisation des loyers, tout en conservant l'avantage fiscal? Ou existe-t-il un autre moyen d'augmenter le loyer tout en conservant l'avantage fiscal, ou le loyer est-il figé à 100% pendant la durée du Pinel? Il me pose ça, mais pas sur le bon article, mais bon, on va lui répondre quand même. Donc c'était tout à l'heure la question de Sabine hein, qu'on avait eue sur le chat. Donc oui, effectivement, on peut indexer le loyer sur l'IRL. Et normalement, je crois que ce qui est prévu, c'est que le plafond du Pinel, c'est-à-dire qu'il y a un plafond de loyer à pas dépasser, il augmente chaque année et il est censé augmenter plus que le loyer qui va augmenter avec l'IRL, donc on est toujours en dessous du plafond. De toute manière, on regarde le plafond de loyer le jour où on le fixe par le bail et puis c'est tout quoi. Maintenant, j'irai quand même pas trop faire le malin puisque je vous le rappelle que si par malheur vous déplacez le plafond de loyer Pinel, on est sur un redressement total. Hein. Donc moi franchement, je vous conseille d'autres optimisations fiscales dans mon guide pour augmenter la rentabilité, mais augmenter la rentabilité en mettant le loyer maximum, moi c'est pas quelque chose que j'aime parce qu'on a un gros risque là pour gagner des cacahuètes. Alors qu'une bonne déclaration d'impôt, on économise des centaines d'euros dans la législation, quoi. Donc, hop, bonjour. Il me semble que c'est possible, sans problème, oui. L'important est d'être sous le plafond de loyer le jour de la signature du bail. Attention cependant, le dépassement du plafond de loyer est synonyme d'une annulation de tout le Pinel. Et ça, c'est dramatique, hein. Immédiatement. Je vous conseille plutôt mon guide
pour optimiser la fiscalité, ce qui sera synonyme d'une rentabilité bien meilleure. Et sans risque surtout, hein. Sans risque. C'est surtout là, voilà. Moi, c'est ce que j'aime pas dans ces stratégies un peu d'optimiser le loyer. C'est vraiment le risque fiscal d'annulation, hein. C'est comme les gens qui achètent un Pinel avec un garage juste à côté, qui essayent de louer le garage à part pour... J'aime pas toutes ces stratégies parce qu'on a un gros risque. Donc, non, vraiment, je suis pas fan, hein. Ça se fait, bien sûr, hein. Il y en a plein qui le font, mais il y en a qui ont des surprises aussi. Rosemary, une question sur la succession. Bonjour, je suis enfant naturel de mon père, né avant son mariage avec une autre personne. Il est décédé, ai-je les mêmes droits que mes demi-frères et sœurs? Ça va dépendre de, je crois, si c'est une adoption simple ou pas. Ah non, elle est enfant naturel, née avant son mariage. Ah oui, non, elle fait... Ah bah oui, tout à fait. Non, non, il y a le lien de sang, pardon, j'avais pas mal compris. Donc je suis enfant naturel de mon père, il est décédé. Est-ce qu'elle a le même droit que ses demi-frères et sœurs, c'est-à-dire que les autres sont enfants de son père? Donc là, oui, hein. Bonjour, tous les enfants du défunt ont les mêmes droits. Et donc, ils vont tous partager à part égale. Sans problème. Donc là, oui, clairement. Alors, il nous en reste 11. Rosemary la même, plus que 10. Ah, voilà, gagne du temps. Alors, le crédit d'impôt pour abonnement à la presse. Du coup, tiens, c'est un article qu'on a écrit hier, ou on avait détaillé hier, hein. C'est un des nouveaux crédits d'impôt qui est apparu là. Donc bonjour, je paie mensuellement un abonnement au Progrès numérique. Cet abonnement peut-il nous donner le droit à un crédit d'impôt sur les revenus 2021 déclarés en mai 2022? Je vous remercie pour votre réponse. Il serait injuste que cet abonnement ne donne pas droit à crédit d'impôt en prenant la période de mai à décembre. Alors déjà, je vais aller voir ce que c'est que Progrès numérique, parce que ça, je ne connais pas ce média-là. Parce que je vous rappelle que le crédit d'impôt, c'est réservé aux journaux qui donnent des infos d'ordre politique ou général. Progrès numérique. Lire le journal. De quoi il nous parle ce journal un peu? De sport, actualité, on va aller voir à la une. Ok, bon, ça parle politique, pas de problème, et info générale. Ok, donc maintenant la question. Il me semble que ça c'est dans le texte, on va aller voir. Puisque là j'imagine que cette personne, le problème c'est qu'elle paye surtout mensuellement et pas dans l'année. On a bien mis qu'il faut que la dépense elle ait lieu à partir de mai 2021. On va aller voir le texte, hein. Tout simplement, j'avais fait la vidéo. Donc la question c'est est-ce que si elle paie de mai à décembre, est-ce qu'on prend ce qu'elle a payé mensuellement de mai à décembre pour le crédit d'impôt et le reste ce sera pour l'an prochain? Je pense que oui parce qu'on retient la date de paiement. Les dépenses, les natures des dépenses. Donc on regarde le BOFIP, hein, c'est le bulletin officiel des finances publiques. Je vais mettre d'ailleurs en grand écran. Et je suis en train de chercher un peu. Il va y avoir une précision quelque part sur le. C'est là-dedans qu'on a toutes les précisions, hein. Si vous avez une question précise sur n'importe quoi, hein, sur les dons par exemple, vous tapez BOFIP, B-O-F-I-P dons, impôts, et vous tombez sur le texte en vigueur. Et là-dedans, on a tout le détail, hein. Premier abonnement. Seules les sommes versées au titre d'un premier abonnement sont éligibles. Salut Bad Cop. Très marrant ce petit pseudo. Fini avec cette question et je m'occupe de la tienne après.
Euh, euh. Le crédit d'impôt n'est octroyé qu'une seule fois, à compter du 9 mai 2021. De plusieurs abonnements, les versements relatifs à un seul de ces abonnements ouvrent droit. Oh, là mon article fait une erreur, je l'ai pas vu. Un premier abonnement éligible en juin 2021, un second en octobre peut demander bénéficier du crédit d'impôt restant de son versé au titre de celui des abonnements de son choix. Je croyais que c'était le premier, il va falloir que je modifie. Qui peut ou non coïncider, la souscription... Ah, donc il faut bien que ce soit un engagement minimum de 12 mois. La souscription d'une offre n'incluant pas un tel engagement ne peut pas ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt. La circonstance que le cycle contribuable ait souscrit une telle offre a été effectivement améliorée pendant une durée égale ou supérieure à 12 mois de façon continue ou non et sans incidence. Ok. Donc l'important c'est d'être 12 mois. Et il y a repris si on s'arrête avant 12 mois. Ok. Bon, c'est ça que je cherchais du coup. Surtout c'était ça la question. Donc on va pouvoir aller répondre et mettre à jour l'article. Donc bonjour. L'important est que la durée de 12 mois soit respectée à partir de mai. Et donc, si vous stoppez avant mai 2022, le crédit d'impôt sera repris. Si vous respectez aux conditions données dans l'article, vous pouvez prendre les sommes payées entre mai et décembre 2021. Peut-être pourriez-vous interroger le journal pour avoir une facture dédiée. Si vous avez un retour, je suis preneur. En tout cas, vu leur publication, ils sont en plein dans les conditions éligibles, je pense. Pas de problème. Et j'arrive à toi, Bad Cop. Je vais juste mettre à jour pendant que j'y pense, puisque hier, du coup, il y a une petite approximation. Je vais aller corriger. Donc, si on s'est abonné à plusieurs journaux dans l'année 2022, on peut choisir. Ils ont mis à jour le petit texte là, donc je vais le changer, ou c'est moi qui ne l'ai pas vu hier. Je confonds avec le... Hop, l'avantage sera du premier. La bonne nouvelle, c'est un crédit d'impôt et non pas une réduction. Le fisc, ok. Il me semblait avoir fait un exemple exprès. Il faut aussi que l'abonnement soit pris. Enfin, on peut noter que pour la déclaration, il existe encore une condition de ressources apparaît. Gna gna gna. Vous pouvez m'interroger. Notez bien qu'on déclare que le premier abonnement à un journal. C'est cette phrase qui est faute. Du coup, tout était faux. Mais si on en a plusieurs dans l'année, le texte nous autorise à choisir. Donc on va les mettre, c'est où que j'avais vu ça? Bonjour Marie-Paul. Alors je réponds à Bad Cop et puis après je vous réponds. Voilà. C'est l'alinéa 90. Ok, donc Monsieur Corrige Impôt achète un abonnement par journal pour 200, un autre en septembre, que peut-il mettre?
hop, il peut choisir celui qu'il veut. Donc le plus onéreux, il indiquera donc 400 €. Ok. Alors, Bad Cop. Bonjour, comment fait-on pour déclarer les crypto-monnaies que l'on a achetées il y a 5 ans avec une plus-value de 1200%? Alors bravo, belle plus-value. Au niveau impôt, ça va faire mal puisqu'il va y avoir la flat tax de... Il va y avoir la flat tax de 30%. Alors Bad Cop, ce que je te conseille, tu passes par le site. Donc aujourd'hui, moi j'ai écrit, il va y avoir plusieurs outils. Hein. Un article complet sur les crypto-monnaies. Tu as par exemple Bitcoin dans la recherche. Je vais le mettre, bah d'ailleurs, attends, je vais te le donner. Donc j'ai expliqué sur cet article déjà tout ce qu'il faut savoir pour déclarer les crypto-monnaies sur la déclaration d'impôt. Donc il y a plusieurs formulaires à remplir. Je te rappelle qu'on ne déclare que si on récupère l'argent, c'est-à-dire si tu vends tes bitcoins, enfin tes cryptos. Et si jamais, j'explique aussi, je crois, que bah, même si on ne fait pas la conversion en euros, entre guillemets, dès lors que l'on cède et que l'on a sa plus-value, et ben on doit faire une conversion selon selon, je sais pas dans quoi tu le changes, quoi. Hein. Mais il va falloir faire une conversion pour déclarer ça. Donc cet article, donc comme ça, je peux pas tout détailler parce qu'il est quand même assez complet, hein, il y a plusieurs choses à faire qui montrent les cases à remplir. Faut aussi déclarer ses comptes étrangers pour éviter un redressement. Et qui explique comment va être calculée la fiscalité. Ça explique aussi comment faire si tu rachètes qu'une partie des cryptos, puisque là c'est encore un peu différent, et l'histoire de la flat tax. Ensuite, un de ces jours, je ne sais pas encore quand, je suis en train de prévoir plusieurs interviews, on m'a demandé, avec des gens qui gèrent des sites de crypto. Et donc on va faire des lives. Hop, je t'envoie l'article. Et on va faire des lives bientôt totalement dédiés à la crypto. Donc où, voilà, on va montrer les formulaires, faire des exemples, etc. Donc je t'invite à bien suivre Je vais essayer de les mettre sur mon site en direct, sinon sur Twitter. Hein, sur Twitter, j'annonce les lives. Et je vais en faire en direct avec des gens qui gèrent des plateformes de crypto pour montrer comment faire avec les relevés, etc. Et ouais, bah c'est sur le prix d'achat. C'est marqué dans l'article, du coup, là, tu verras, j'ai mis des exemples. Mais je vois bien que les exemples, ils sont beaux, mais moi, je fais tout en euros et dans la réalité, on a son relevé de crypto avec des comptes, enfin voilà, des conversions qui sont pas bonnes. Donc les lives vont être faits un peu pour ça aussi. Hein. Alors, Marie-Paul. Bonjour, si le sujet n'a pas encore été abordé, j'ai revendu les quelques actions que j'avais avec une plus-value de 33 € et une moins-value de plus ou moins 1400 €. Comment déclare-t-on? Est-ce que les moins-values entraînent des réductions d'impôts? C'est une très bonne question. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'articles là-dessus, malheureusement. Alors, ce qui va se passer... Est-ce que j'ai un article là-dessus? Je crois pas. Marie-Paul, c'est une très bonne question. J'en ai pas. Alors, Marie-Paul, déjà, je vous invite aussi à revenir à partir de jeudi, puisque sur les prochains lives, le service des impôts en ligne sera ouvert et je pourrai vous montrer comment accéder au formulaire. Ce qui va se passer, c'est qu'il faudra remplir le formulaire 2074 de mémoire, je crois. Il est où celui-là? Ouais, c'est ça. Plus ou moins value réalisée. Donc, vous allez devoir remplir le formulaire 2074. Donc, en ligne, il est un peu particulier. Mais bon, ça va ressembler à ça. Hein. Donc sur ce formulaire, vous allez remplir pour chaque titre la valeur de cession et la valeur d'achat. Et donc ça va calculer en ligne tout seul les plus-values et les moins-values. Au niveau fiscal, votre plus-value de 33 € va être effacée par vos moins-values de même nature. Donc si c'est que de la revente d'actions, bah, la plus-value de 33 € va être effacée par les moins-values de 1400. Il va vous rester une moins-value, on va dire, de 1366, d'après 1367 exactement, d'après ce que vous me dites là. Cette moins-value-là, elle va être conservée. Et donc chaque année, je crois qu'il faut la reporter à la main. Hop. Ouais, elles sont là. Dans ces cadres-là, là, le cadre 12, donc je pourrais vous montrer en ligne à partir de jeudi comment ça se passe. Cette moins-value-là, elle va être reportée. Et donc du coup, chaque année, si jamais vous ressortez une plus-value un jour positive, et ben cette moins-value sera là pour l'annuler.
Mais il n'y aura pas d'autres gains par ailleurs, ça marche par type de revenu. Donc une moins-value d'action permettra juste d'annuler une plus-value d'action dans les années à venir. Et elle va se reporter par le biais de ce cadre-là numéro 12. Donc sur la déclaration en ligne, vous allez devoir remplir une 2074. Pour la trouver, la 2074, c'est à l'étape 3. En haut à gauche, il y a un petit truc qui s'appelle formulaire annexe ou ajouter un formulaire. Donc vous cliquez dessus et vous pourrez ajouter la 2074. Et donc c'est là où vous pourrez tout déclarer, quoi. Ouais, les moins-values, du coup, elles vont se conserver 10 ans, mais si on ne les utilise pas, elles sont perdues. Elles pourront pas s'imputer sur des salaires ou sur des revenus fonciers, une retraite, quoi que ce soit. Ça ne marche pas, hein. Ça marche par catégorie de revenus. Donc vous avez bien compris. À noter que pour Bad Cop, j'ai oublié. Bah, avec plaisir, Marie-Paul, n'hésitez pas à partager le site ou à repasser de temps en temps sur les lives. Ça me fait plaisir aussi d'avoir un peu d'animation. Et Bad Cop, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube aussi. Je vais te l'envoyer. J'avais fait une petite vidéo récemment aussi sur les bitcoins et la flat tax, puisqu'il y a des gens un peu... Hop, désolé. Elle est où celle-ci? Je suis en train de la chercher, hein. Hop. Donc sur ma chaîne YouTube, je crois que récemment, on avait évoqué aussi les bitcoins. Ouais, voilà. Sujet un peu plus technique, hein, sur les bitcoins et la flat tax. Donc ça, c'est pour Bad Cop. C'est un autre aspect des cryptos où exceptionnellement, on est obligé de prendre la flat tax sur les cryptos, mais on peut la refuser sur le reste. Et ça, c'est assez exceptionnel, hein. Sinon, ensuite. S'il y a d'autres questions, c'est le moment, pendant que je suis coupé. Je réfléchis pour Marie-Paul, si je dis pas de bêtises, mais non, je crois qu'une moins-value d'action, on peut regarder Marie-Paul, hein, mais j'aimerais bien me tromper là-dessus. Je réponds à chaud comme ça, mais... On va regarder, hein, bien sûr, je peux faire des erreurs, hein. Alors là, on est chez Selectium, ouais, bon, c'est correct. C'est un article qui est ancien, par contre. Les moins-values boursières, elles peuvent être imputées sur les plus-values réalisées la même année. Ouais, encore, c'est très soft. Alors les impôts, sur le site des impôts, hein, les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année. Bah, et le report alors. Donc les moins-values sont imputables sur les plus-values de même nature. Ça, ok. Ah, et là, si à l'issue de cette compensation, vous constatez une moins-value nette, vous pouvez reporter cette dernière et l'imputer sur les plus-values que vous serez susceptible de réaliser dans les 10 années suivantes. Voilà, donc je dis pas de bêtises, hein, ça va se passer exactement comme ça. Ouais, j'ai pas mieux, malheureusement. C'est pas une bonne nouvelle. Alors, encore une question sur les frais de garde. Bonjour. Dans la déclaration d'impôt, est-il possible de conjuguer pour appliquer la réduction d'impôt? Alors, c'est un crédit d'impôt, attention. Périscolaire à l'école, avec garde nounou à domicile et centre aéré, ou alors nous sommes limités à un seul organisme? Ah non, bien sûr, on peut mettre tous les... Donc, bonjour. Pas de souci, tous les organismes sont possibles et cumulables s'ils sont éligibles aux frais de garde. De toute manière, on arrive rapidement au plafond. C'est un peu le problème, hein, ce crédit d'impôt pour frais de garde. C'est plafonné à 2300 € déclarés. Et bah, je le sais bien, hein, 2 enfants en bas âge, je suis concerné. C'est-à-dire que dès lors qu'ils sont chez la nounou, 2300, ça va vite, hein. Et donc, une fois qu'on dépasse 2300, après, ça ne marche plus, hein. Donc, vous pouvez tout déclarer, hein, centre aéré, nounou, etc., tant que c'est éligible. Mais de manière, au bout de 2300, c'est fini, hein. Donc, vous pouvez déclarer 14 000 si vous voulez, ils vont retenir que 2300.
Régis, alors une question sur l'article récent qu'on avait fait sur les indemnités journalières, hein. Maladie, maternité. Attention là, beaucoup d'optimisation, hein. Celui-là, je vous conseille de le lire. On avait vu que souvent les IJ là, sont déclarés ou mal déclarés. Il faut corriger sa déclaration. Donc il faut vraiment être très attentif là-dessus. Bonjour, je suis en accident de travail depuis octobre 2020. Sur ma déclaration, j'ai déduit à 50% mes salaires de novembre et décembre 2020. Je suis rattrapé par les impôts, car pour eux, j'ai eu mon salaire en entier et non des indemnités journalières. Quelle est la différence? Bah oui, là, c'est pas pareil. Je précise que je travaille dans la fonction publique. Merci pour votre réponse. Bah là, clairement, si c'est des indemnités journalières pour accident de travail, il y a l'abattement de 50% et il n'y a pas lieu d'avoir un rattrapage. Par contre, si c'est des salaires, c'est-à-dire que c'est versé par l'employeur, mais comme des salaires, sans être une compensation ou autre, difficile à dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bonjour. Donc, les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale. Donc, soit à vous, soit à l'employeur qui vous les reverse suite à la déclaration de votre accident de travail. Dès lors, vous avez le droit à l'abattement de 50%. Par contre, si rien n'a été fait ou si ça a tardé et que l'employeur a simplement continué à vous verser votre salaire, dans ce cas, l'abattement devient impossible, hein. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas là, normalement, suite à accident de travail, c'est 50% d'abattement, il n'y a pas de souci. Il m'en reste 7. Ah, ils sont perdus au milieu de nulle part. Je suis tout en haut, on va aller les chercher. Je les ai oubliés en cours. Ah, il y a des pavés. Il y a des pavés. On va les faire. Il est quelle heure? Ouais, 13h35. Georges. Bonjour, je suis héritière directe par ma grand-mère, mais elle était remariée. Ils se sont donnés au dernier vivant. Du coup, vous n'êtes plus héritière directe là. Suite à son décès, le notaire a pris contact avec moi et me demande de payer des frais de succession de 1200 € pour un héritage que je n'aurai peut-être jamais puisque son mari est toujours en vie. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux refuser la succession même si celle-ci ne représente aucune dette? Est-ce que je devrais malgré tout payer quelque chose? Donc ce qui s'est passé, Georges, je sais très bien ce qui s'est passé. Elle a fait une donation au dernier vivant, ce qui fait que je pense que son mari a pris ce qu'on appelle l'usufruit, donc le droit de jouir des logements et le droit de jouir des sommes, d'avoir les sommes d'argent. Et vous, vous avez la nue propriété, c'est-à-dire que vous possédez tout ça, mais vous n'avez pas le droit d'y toucher. C'est à la mort de son mari que vous pourrez tout récupérer. Et donc quand il meurt, vous serez le premier à tout récupérer. Le problème, c'est que s'il n'y a que des sommes d'argent et que si au décès de son mari, il a tout bouffé, eh ben, vous n'aurez plus rien à récupérer, vous serez perdant. Et donc, effectivement, vous pouvez refuser la succession, mais c'est risqué parce qu'il suffit d'attendre, entre guillemets. Il faudrait vraiment qu'il mange tout pour que vous n'ayez plus rien. Donc, c'est difficile à dire. Bonjour. Difficile à dire ici. La renonciation est possible. Mais je pense que vous avez eu la nue propriété et si le mari a du patrimoine à son décès, vous serez la première à récupérer vos billes sans impôt si vous acceptez la succession. Donc, soit vous renoncez et vous n'avez rien, soit vous payez les 1200 €
et vous aurez le patrimoine au décès de son mari s'il ne dilapide pas tout. C'est un choix à faire là, donc à voir selon la situation, etc. Problème de la donation dernier vivant, ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, le mari est très bien protégé, les enfants sont un peu lésés, ils doivent payer l'impôt et oui, c'est dur à dire. Je suis étonné aussi que l'impôt soit pas payé sur le patrimoine. Ouais, j'aurais peut-être dû le préciser, je le préciserai tout à l'heure. Je suis étonné que les 1200 € soient pas pris sur la succession dans l'histoire. Il doit y avoir que de l'immobilier peut-être. Alors Cyril, Cyril, le message est un peu long là. La chance, j'ai le temps. Allez, je vais être cool, mais... Bonjour, divorcé, bonne relation, nous cherchons la meilleure situation. 2 enfants en garde alternée. La question se pose, comment choisir le rattachement de l'enfant majeur et la perte? L'idée était soulevée de prendre chacun un enfant à charge pour les impôts. Est-ce viable? Existe-t-il sinon une solution? Donc là, Cyril, j'ai pas de solution. Il faut faire toutes les simulations, hein. Donc je peux vous donner un autre article. Ou alors il faut payer quelqu'un pour les faire. Et sur ce genre de choses, moi, c'est des devis qui vont à quelques centaines d'euros parce que ça met du temps, hein. Il y a beaucoup d'optimisation possible, donc souvent, il y a sûrement un gain à la fin. Mais il faut le temps quoi, de faire toutes ces simulations-là. C'est une bonne petite dizaine de simulations à chaque fois, donc ça se fait pas comme ça. Bonjour. Il y a effectivement sûrement une optimisation, mais il faut faire toutes les simulations. Il faut prendre en compte les aspects que je donne dans cet article, dans celui sur les enfants majeurs, peut-être pas, et dans celui et dans celui-ci. Donc soit vous faites vos simulations, soit vous prenez un professionnel. Ça peut valoir le coup là, hein. Parce que là, il y a quand même pas mal de choses possibles. Donc, moi ou un expert comptable. Faut compter quelques centaines d'euros par contre, hein. Il n'y a pas trop le choix, hein. Là, faut voir ouais, en plus sur les revenus, les pensions, etc. Il faut faire toutes les simulations. Alors une question sur la 2072, c'est les gens qui louent un bien mais dans une SCI. Bonjour et merci pour vos explications. Après avoir fait le report sur la déclaration des revenus fonciers, comment sont répartis les bénéfices entre associés? En cas de déficit, sont-ils récupérables l'année prochaine? Donc bonjour. Les revenus, comment dire, ou la charge sont proratisés sur la 2044 de chacun selon les parts que chacun a dans la SCI. J'ai expliqué le sort du déficit foncier ici. Donc il y a un article entier, on l'a vu hier en plus, il y a une petite vidéo hier sur le déficit. Et en plus il y a hop, un petit article qui doit être là. Donc le déficit foncier, j'explique tout ici. Donc des fois il s'enlève des salaires, ce qui est assez exceptionnel hein, pour un revenu foncier. Et des fois c'est pas le cas, il se garde pour les loyers de l'année suivante. Le sujet a aussi été expliqué en direct. Il y a une de mes conférences récemment que vous trouverez, je crois qu'elle est sur YouTube. Donc je vous conseille encore une fois vivement mon guide, hein. Les gens qui se posent ce genre de questions, ils ont tout intérêt à lire mon guide, ils vont y trouver des optimisations, hein. C'est quand on découvre comme ça la fiscalité des revenus fonciers. Vivement mon guide. Vous trouverez des sources d'économie fiscale conséquentes
Voilà, je suis persuadé que ce genre de personne n'a peut-être pas pensé à déduire les frais bancaires, n'a pas interrogé la banque pour savoir le montant des frais d'hypothèque déductibles, peut-être oubli des travaux, etc. Donc vraiment, je vous conseille de lire le guide, hein. Donc ça c'est bon. Manu, on a déjà répondu à Manu tout à l'heure. Donc Manu, c'est la 11e question sur le site. Toujours sur du Pinel. Il y a un moment, il va falloir lire le guide et vous aurez la réponse à toutes ces questions. En plus, celle-là, j'ai déjà répondu. On passe. Palomba. Bonjour, j'ai réalisé des travaux d'isolation par extérieur et intérieur de ma maison en 2018. J'ai obtenu des aides, mais je ne savais pas que je pouvais bénéficier d'exonération de taxes foncières. C'est 3 ans maximum après les travaux. Vous remerciant de votre aide. Alors là, je connais mal, moi, les exonérations, donc j'ai tout mis dans l'article, tout ce que je connaissais. Sur ce cas particulier, je ne sais pas trop, je vais l'approuver. Et si quelqu'un a la réponse, il pourra lui mettre. Mireille a la demi-part pour invalidité. C'est vrai qu'on n'a pas eu de questions là-dessus aujourd'hui. Mon mari est décédé fin décembre. Oh, on a déjà répondu ça. Oh, peut-être pas. Mon mari décédé fin décembre était handicapé. Je perds donc la demi-part et cela fait augmenter le pourcentage de prélèvement sur mon impôt. Je possède moi-même une carte mobilité inclusion. Et j'ai aussi une carte de stationnement. Pourcentage de handicap de 30%. Pensez-vous que j'ai une chance en redemandant une visite à la maison qui m'a de faire constater. Ok. Donc bonjour. La demi-part pour les impôts sera accordée si et seulement si vous répondez à une des conditions de l'article. Donc les impôts ne vont pas tergiverser là-dessus. Il y a un texte en vigueur et autres. Donc les conditions, elles sont là. On va les regarder. Soit vous avez une carte invalidité de 80%, soit vous êtes titulaire d'une CMI avec mention invalidité, soit vous avez une pension invalidité pour accident de travail de 40%, soit vous avez une pension militaire pour invalidité de 40% ou plus. Il n'y a pas d'autres possibilités, ça ne marchera pas. Donc la seule solution serait d'obtenir une des 4 situations mentionnées. Il n'y a rien d'autre possible, hein. Il n'y a pas de... Ce ne sera pas possible d'avoir je ne sais quel mot de tel organisme ou autre. Il faut être dans une de ces 4 situations pour que ça marche. Malheureusement, là-dessus, hein, il n'y aura pas plus simple. Allez, la dernière de la journée, et après, je pense que je vais vous laisser, je vais aller manger. Donc, Sylvie, bonjour, merci pour toutes vos précisions. S'il vous plaît, où et comment réduire la dernière déduction de 2% de la loi Périssol, 24 ans si je ne m'abuse? Bah ça, c'est sur la déclaration spéciale des revenus fonciers, je vais vous l'envoyer. 15 octobre, nous avons construit 2 maisons identiques, nous avons vendu une fin décembre. Cette année, c'est bien, je divise. Ok, bah hop, donc ça se passe sur la 2044 spéciale, on va aller la regarder. Donc effectivement, ceux qui ont fait un périsol, ça court plus les rues parce qu'on arrive à la fin. Donc la spéciale de 2022 n'est pas sortie, on va aller chercher la mienne. On va être téléchargé. Ok, il est là. Donc voilà, hop. Et si je ne m'abuse, le périsol se déclare tout à la fin. Ici, voilà, dans le petit tableau d'amortissement. Donc c'est là qu'on fait le calcul de son périsol et après ça se reporte tout seul dans la ligne tac tac tac. Dans une de ces lignes-là, la 228 il me semble, de mémoire. Hop. Alors c'est parti, on va répondre. Donc bonjour, le périsol se déclare sur la
2044 SPE. En ligne, vous pourrez l'ajouter à l'étape 3 pour vérifier et recalculer tout l'amortissement afin de mettre le montant correct la dernière année. Je ne peux vous répondre. Pourquoi? Parce que là, il faut tout étudier. Hein. Il faut étudier chaque déclaration passée pour bien tout vérifier. Éviter le redressement. Vous pouvez me solliciter, moi ou un expert comptable. Mais le devis sera de l'ordre de quelques centaines d'euros. Hein. Parce que là, il ne s'agit pas de faire une erreur sur la dernière. Donc, il faut retracer ce qui a été fait. Et souvent, on a toujours des petits micmacs. L'important, c'est qu'il y ait 22% au total, quoi. Donc, vérifier ce qui a été enlevé les années passées. Ok, bon, bah, je pense que c'est bon pour moi aujourd'hui. S'il y a des questions, vous pouvez y aller. S'il y en a une ou deux questions là sur le finish. Sinon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, prochain rendez-vous, bah, ce sera donc jeudi. Alors jeudi, on fera l'interview avec les investisseurs 4.0. Et après, je ne sais pas. Je vous dirai jeudi quand est-ce que je compte revenir. Peut-être une fois avant le week-end et surtout, sinon, bah, le lundi, un lundi entre midi et 2. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!